suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au sud de Marrakech, l'immense jardin de l'Agdal s'étend entre les monts enneigés de l'Atlas et le désert du Djébélé. Ce jardin, créé au XIIe siècle, est une oasis en milieu aride et constitue une véritable prouesse technique. L'Agdal, c'est le miracle de l'eau à Marrakech. Au XIIe siècle, la dynastie almohade descend des montagnes de l'Atlas et prend la ville de Marrakech, alors fief des Almoravides. Sous l'impulsion de leur souverain Abdelmoumen, les Almohades entreprennent de canaliser et stocker l'eau de la montagne. Ils créent ainsi les vergers de l'Agdal, où orangers, oliviers, grenadiers et abricotiers répondent aux besoins de leur ville en expansion. Entre les XIIe et XIIIe siècles, les Almohades vont conquérir et dominer l'Afrique du Nord et l'Espagne. Pour protéger le jardin des vents arides et des tribus avec lesquelles ils sont en guerre, ils élèvent une haute muraille. Le jardin prend alors le nom d'Agdal, qui signifie en langue berbère « prairie close ». Ouidad Teba est professeur à l'université Kadi Ayad de Marrakech. Ouidad, les remparts de l'Agdal fabriquent une frontière assez nette entre un paysage hostile, paysage désertique, et puis une sorte d'idéal, un océan de calme qui est le jardin. Et oui, parce que l'Agdal, c'est le jardin nourricier. C'est le jardin de la vie pour la ville citadelle recluse derrière ses remparts. Donc c'est la vie même qu'on cherche à organiser, à protéger, pour qu'elle puisse après nourrir l'ensemble de la Médina. L'Agdal, c'est le joyau. C'est le joyau de ce dispositif qu'est la cité-jardin. C'est dans le chaos environnant, dans le désert environnant, essayer d'organiser, d'enclore la vie. Ce jardin, avec ses couleurs, avec ses senteurs, avec son eau, doit contraster nécessairement, et le rempart est là pour marquer la coupure, avec ces paysages monochromes qui l'environnent. On ne peut pas comprendre l'Agdal si on ne comprend pas cet imaginaire de la fertilité. Donner la vie au cœur du désert. Et ça, c'est non seulement une prouesse technique, mais c'est un acte de foi. Parce que parmi les actes qui incombe à un souverain bâtisseur, et c'est évidemment le cas des Almohades, il y a l'idée d'amener l'eau, de trouver l'eau coûte que coûte, et de permettre, grâce à cette eau, de faire éclore le désert. Puis quand on est là, on a le chant des oiseaux, on a les palmiers, on a les orangers en fleurs avec toutes ces odeurs, on a l'eau. Est-ce que finalement tout ça, c'est l'idée, l'image du paradis? On est dans le paradis. Une forme de paradis, le rêve du paradis en tout cas. Il y a dans le Coran une multitude de références au palmier. Le palmier, dans les hadiths, dans les propos du prophète, sont littéralement faits du limon d'Adam. Ils sont quasiment des êtres humains. Il y a un écrivain libanais, Salah Stétier, qui dit « Dans l'âme de tout homme, il y a une dimension qui est jardin. » Et il insiste, dans l'âme de tout homme, certes, mais surtout dans la nôtre, nous les fils du sable, les déshérités de l'eau, pour lesquels toute terre, en fait, est d'abord un horizon de promesses, le jardin.
Ouidad, est-ce qu'on peut qualifier les jardins de Lagdal de jardins paysans? Oui, ce sont des jardins paysans. À l'évidence, on n'a pas un architecte paysagiste qui a conçu un schéma préétabli et qui, à partir de ce schéma, conçoit le jardin à la française. Ici, ce sont les paysans. C'est le savoir-faire paysan qui, depuis des siècles, a façonné ce jardin. Il a conçu ces allées d'arbres fruitiers, ces allées rectilignes. Pratique. Pratiques. Tout est là. Et belles, parce qu'elles sont aussi une manière d'organiser le chaos, de canaliser le désert. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a derrière ces arbres fruitiers, derrière ce qui est visible, il y a tout ce qui est invisible, tout l'art de vivre qui accompagne l'art du jardin. Derrière ces orangers. Ces orangers, les fleurs d'oranger. Parce que la fleur d'oranger, au Maroc, c'est comme ça aussi qu'on reçoit nos hôtes. On les asperge d'eau de fleurs d'oranger. Et la fleur d'oranger est omniprésente dans toute la cuisine marocaine. Donc, le jardin, ici, est aussi porteur d'un art de vivre. Les jardins de Lagdal sont mitoyens de la Médina, la vieille ville de Marrakech, et font face au palais royal. Sur 515 hectares, entourés de 9 km de remparts, ils se découpent en plusieurs parcelles rectangulaires dédiées aux arbres fruitiers et aux oliviers. 2 réservoirs surélevés permettent de stocker l'eau, puis d'irriguer les parcelles grâce à un réseau de canaux à ciel ouvert, les seguillas. Ils permettent de répartir l'eau dans tout le jardin. Toutes les dynasties qui se sont succédées à Marrakech depuis les Almohades ont contribué à la pérennité de Lagdal. Dans un style fidèle à la sobriété du jardin, un pavillon de repos a été ajouté au XIXe siècle au cœur des vergers. Abderrazak Ben Shahaban est ethnobotaniste et parfumeur. Il a grandi à Marrakech. Monsieur Ben Shahaban, on est presque face à 1000 ans d'histoire, probablement l'un des témoignages le plus ancestral de l'histoire de l'art des jardins. Et ce jardin est au fondement de la ville de Marrakech. C'est finalement l'organe vital de la ville de Marrakech. Oui, c'est ce jardin qui va vraiment permettre à instaurer dans l'histoire Marrakech comme capitale du Maroc. Et il vient compléter ce qui a été fait 2 siècles avant par les Almoravides. Et il va apporter de la nouveauté, c'est-à-dire un parc où vraiment il y a une véritable démonstration de force, de capacité de l'homme à dominer la nature et surtout la gérer, l'orienter et choisir les espèces qu'il veut planter et les finalités de ce projet. Et alors qu'est-ce qu'on cultivait à l'époque à Lagdal? Alors à l'époque, la grande mode horticole, c'était les agrumes, qui étaient des arbres très inconnus au Maghreb. Alors ces agrumes ont une origine indienne et chinoise et ils ont été sélectionnés déjà par les Arabes au Moyen-Orient et expérimentés avec grand succès en Andalousie. Et c'est le succès de ces arbres en Andalousie qui ont fait leur réputation. C'était un fruit du luxe quand même, l'orange. On les appelait des pommes d'or, vous voyez. Et le premier champ d'expérimentation, ce fut les jardins de Lagdal, à côté d'oliviers. À côté d'olivier, l'olivier est un arbre méditerranéen et les Almohades ont permis son extension vers le sud, ici à Marrakech. Donc c'est un arbre qui produit l'olive de table, donc qui est consommé comme un légume et qui produit de l'huile d'olive. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le seul moyen de s'éclairer, c'était l'utilisation des huiles. Et donc l'huile d'olive assurait l'éclairage des mosquées, des édifices religieux, des palais royaux et même l'éclairage domestique
à l'époque ici à Marrakech. On a vraiment le sentiment que ce jardin fonctionne comme un organe vital, comme un élément essentiel de l'organisation de la ville de Marrakech. Oui, on ne pouvait pas de toute façon assurer la sécurité alimentaire à Marrakech avec des oranges et de l'huile d'olive. Ces deux arbres constituaient la strate arborescente et sous la strate arborescente, on cultivait beaucoup de légumes et de plantes aromatiques. Puis il faisait déjà chaud à Marrakech, c'était un climat déjà semi-aride, donc toutes ces choses, elles n'étaient pas censées pouvoir pousser aussi facilement ici. Oui, donc avant la fondation de Marrakech, Marrakech était une steppe arborée. C'était sauvage avec quelques arbres épineux et des graminées qui poussaient quand il pleuvait. La région n'avait pas un très grand passé agricole avant la création de la ville. Même si le climat est sec, comme on maîtrise l'irrigation, irrigation, eau plus chaleur, ça assure partout dans le monde une très grande productivité. Donc finalement, grâce à ce jardin, on arrive à nourrir une ville entière, on arrive à contribuer à son essor. Finalement, le jardin de l'Agdal, c'est une démonstration de pouvoir. Absolument, c'est une démonstration de pouvoir parce que je crois que la volonté des Almohades, dès le début, c'était faire de ce parc, évidemment, un jardin nourricier. Et à travers cette fonction, c'était de montrer une puissance politique. D'abord, tous les visiteurs du Maroc, tous les ambassadeurs ont été reçus ici. Et dans les chroniques, dans les mémoires des écrivains qui sont passés par là, les historiens, les chroniqueurs de l'époque, tout le monde parle de l'Agdal parce que c'était l'attraction. Et ça a continué jusqu'au XXe siècle. On a des auteurs qui ont été impressionnés par le parc. Le domaine royal de l'Agdal est également une attraction pour les habitants de Marrakech. Avec l'autorisation du roi Mohamed VI, 3 jours par semaine, ils peuvent venir contempler l'un des bassins qui témoignent du miracle de l'eau en plein désert. Hamid Triki est historien, spécialiste du patrimoine marocain. Hamid, je trouve que le premier constat poétique que moi j'ai pu faire en arrivant à l'Agdal, c'est que c'est quand même la neige qui va donner la vie à ce grand verger. C'est évident. On est au pied de l'Atlas, la plus haute montagne du Maroc, le Haut Atlas. Ces cimes sont enneigées, ça coule, ça donne des rivières, ça fait naître des sources. Et l'homme vient, trouve les sources et les prend, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand il prend ces sources, il va les faire divaguer selon sa volonté pour l'irrigation avant tout. Ces hommes qui vont construire ici sont des montagnards. Et les Almohades. Or, les montagnards ont l'habitude, sur de toutes petites surfaces, de tracer des cultures en terrasse, des petites parcelles. Imaginez qu'ils étaient fort heureux de disposer d'un espace aussi grand. Alors, ils se sont donnés à cela. Ils ont fait un immense jardin, mais après tout, à l'image des petits carrés qu'ils faisaient dans leurs montagnes. La même formule, mais en gigantesque. En gigantesque, voilà. Le moyen historiquement connu et décrit, c'est celui dit de khattara. Khattara, ça veut dire canalisation souterraine, qui capte l'eau d'une source ou de la nappe phréatique et qui la conduit suivant la pente de la montagne vers la zone destinée à être irriguée. Et à ce moment-là, elle va la sortir au niveau 0, dans un immense réservoir d'eau qui est bassin d'accumulation. Et à partir de ces bassins, l'Akhtara devient une segia. Ça veut dire un petit canal à l'air libre. Il y a quand même un travail qui n'a été possible que grâce à l'autorité d'un empire structuré, organisé, d'une volonté politique qui a décidé qu'il faut irriguer à une échelle gigantesque. C'était
tout simplement comme n'importe quelle dynastie qui se forge, qui conquiert, qui tue, qui organise après. Donc ils organisent, ils planifient, et c'est l'eau qui va déterminer la forme et le découpage du jardin. Et puis c'était aussi un lieu qui devait exprimer une forme de puissance, je suppose, avec une surface aussi gigantesque. Absolument, mais ils ont fait énorme parce que c'est conforme aussi à leur pouvoir. Toute l'œuvre des Almohades, quelle que soit sa nature, artistique, militaire, culturelle, du jardin, etc., du bâtiment, d'édifices, de minarets, etc., toute l'œuvre exprime essentiellement la puissance. Le message à transmettre, c'est « nous sommes puissants hein, et nous construisons très grand ». Laoussine Anish est ingénieur hydrologue à Marrakech. Là, on est autour d'un bassin de l'Agdal, dont l'eau sert à l'agriculture, mais pas uniquement. Il y a toutes les activités ludiques. Et de temps des Almohades est utilisé pour apprendre aux soldats la natation avant d'aller conquérir l'Andalousie au nord. Et effectivement, ici, on le voit bien que cette eau, il fallait la stocker. Ça ne suffisait pas de venir l'amener, de fabriquer des systèmes d'adduction d'eau. Il fallait aussi la stocker. Là, on est un peu surélevé par rapport au jardin. Alors, comment ça fonctionnait ? On a deux grands bassins dont la profondeur peut aller jusqu'à entre 4 et 5 mètres, en plus de deux autres petits bassins. Et à partir de ces bassins, on sort une sorte de canalisation. C'est pour ça qu'on est en altitude par rapport au champ qu'on va irriguer, parce qu'on fait de l'immersion, c'est-à-dire une irrigation par le gravitaire uniquement. Le réseau des Seguillas a été construit en pente douce pour que l'eau s'écoule naturellement jusque dans les parcelles les plus éloignées des bassins. Donc ces sagas sur des centaines de mètres ramènent l'eau au point le plus éloigné du bassin pour irriguer par inondation. Alors là, cette Seguilla-là, elle date de l'époque almohade ? Elle date de l'époque d'Almohade, en même temps de la construction des bassins de tout le verger. Donc ce qu'on voit là, c'est le XIIe siècle alors ? C'est le XIIe siècle. Et alors là, l'appareillage, il est très délicat. On voit qu'il y a vraiment plusieurs couches, une couche de mortier, une brique du mortier, une brique, et ensuite des briques inclinées pour fabriquer le couronnement. Ça, c'est sublime. En revanche, elles sont un peu abîmées. Est-ce qu'elles fonctionnent encore ? Oui, les sagas, ça fonctionne encore, hein, puisque ça ramène l'eau du bassin, sauf que le système qui remplit les bassins, c'est-à-dire le système qui est en amont, les khetara, c'est-à-dire les galeries souterraines, ils sont plus fonctionnels. Ils sont à sec. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils étaient construits au niveau supérieur de la nappe. Et comme le niveau de la nappe a baissé, donc ils sont à sec. Donc ils ramènent plus d'eau. Et cette baisse du niveau est due à plusieurs raisons, c'est-à-dire la démographie, le développement du tourisme avec les golfs, l'agriculture intensive. Donc le niveau de la nappe, ces 40 dernières années, il baisse entre 1 à 2 mètres par an. C'est-à-dire que le réseau interne d'irrigation fonctionne, mais le réseau externe qui va chercher l'eau plus loin, lui, il ne fonctionne plus. Tout à fait, il ne fonctionne plus parce que ces galeries sont à sec. Aujourd'hui, ce sont des barrages qui régulent les oueds de l'Atlas vers Marrakech et les bassins de l'Agdal. Les Almohades avaient su construire un système d'adduction par simple récupération de l'eau. L'eau, à présent devenue chère, est encore plus précieuse. Les jardiniers ont à cœur de l'économiser, surtout en période de canicule.
Hassan Tijani, jardinier en chef du domaine de l'Agdal, est parfois contraint de sacrifier certaines espèces du jardin. Hassan, la vocation nourricière des jardins de l'Agdal, finalement, est restée la même pendant presque 10 siècles. Quelle est la différence entre ce qui était cultivé auparavant et ce que vous cultivez aujourd'hui? Les figuiers ont été arrachés il y a 2 ans à cause de sécheresse. Et les amandiers aussi. D'accord. Donc il y a encore des arbres qui subissent la sécheresse à l'Agdal. Oui. Donc vous avez conservé en fait les essences qui étaient les plus résistantes. Oui, par exemple, l'olivier, c'est l'espèce la plus résistante. Le grenadier, oui, aussi, il résiste, mais pour les fruits, il ne résiste pas aux chaleurs et au manque d'eau, parce que la chaleur cause du coup de soleil sur les fruits, alors il les éclate. Quand il fait chaud, l'arbre, en fait, il va se défendre contre cette chaleur, donc il va laisser tomber ses fruits. Oui. Et parfois même ses feuilles, d'ailleurs. Dans ce cas, c'est la catastrophe. Oui, là, c'est fichu. Ça fait chiffrer. Ouais. En 2005, c'était une année difficile. Au lieu de récolter 400 tonnes de grenadiers, nous avons récolté uniquement 120 tonnes. Ah ouais. Nous avons perdu les 2 tiers de la production à cause de la chaleur et à cause de manque d'eau. Afin de prévenir d'éventuelles baisses de production, les Almohades ont cherché à maintenir un microclimat au sein du jardin. La fonction coupe-vent des murs en pisé réduit aujourd'hui encore l'évaporation. Mais le réseau des séguillas ne permet pas de répartir l'eau avec précision au pied des arbres. Elle peut mettre 20 jours pour descendre dans les parcelles les plus éloignées. Aussi, on privilégie aujourd'hui l'irrigation au goutte à goutte qui permet de réduire la consommation d'eau tout en fournissant la quantité nécessaire au développement des arbres. L'Agdal a traversé les siècles grâce à l'ingéniosité des Almohades. Aujourd'hui, la raréfaction de l'eau entraîne des baisses de rendement et le jardin n'a plus pour vocation de nourrir la population de Marrakech. Mais la moitié de sa production est toujours consommée au Maroc, tandis que l'autre est destinée à l'exportation. L'Agdal reste pourtant dans l'art des jardins un modèle ancestral jamais égalé. Ouidad, on est plein d'idées préconçues sur le jardin. Ici, à l'Agdal, la beauté, elle n'est pas immédiate. Même si on prend une claque. Évidemment, l'Agdal a tout du jardin devant lequel on peut passer sans s'en rendre compte. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que c'est un jardin agreste. C'est un jardin qui non seulement est un hymne à la nature, mais c'est d'abord un hymne au savoir-faire paysan. L'Agdal, ce n'est pas un don inespéré qui a été fait à Marrakech. L'Agdal, c'est une appropriation lente, laborieuse, difficile, de technique, d'une complexité inouïe pour arriver à cela. Le chant des oiseaux, les couleurs, les sons, les odeurs, les arbres qui se mirent dans ces bassins, mais d'abord et avant tout dans le savoir-faire paysan.